Nous allons faire, on va dire, il nous reste encore deux parties, en fait, deux choses, deux parties importantes. D'abord, c'est l'étude d'un framework front-end qui est Angular. Donc, c'est un framework qui est très intéressant, qui est très utile, très utilisé dans le développement des applications web d'une manière générale. Tout comme React, c'est deux frameworks normalement qu'il faudrait avoir, on va dire, de côté. C'est très utile. Et puis, il nous reste une partie d'un projet dans lequel on va essayer donc de faire une synthèse d'un exemple d'application dans lequel on va créer le backend avec Spring, on va créer le front-end avec Angular, et puis on va faire la sécurité avec JSON Web Token. Donc ça c'est globalement ça c'est ce qui reste à faire donc pour les prochaines séances. Alors aujourd'hui donc on va s'intéresser uniquement à Angular, et les concepts de base et voilà une démonstration qui résume un peu les choses qu'il faut connaître à propos du framework Angular. Donc Angular donc c'est un framework qui permet de créer des applications front-end. Les applications front-end web de Angular sont des applications de type Single Page Application. Single Page Application, SPA. Alors ça veut dire quoi Single Page Application? Ça veut dire une application Angular se compose d'une seule page. Bon, la page, généralement, la page, c'est index.html. Une seule page, une single page, c'est index.html. Et donc, quand vous lancez votre navigateur, il va charger donc la single page, index.html. Et puis, donc, dans cette page, on va charger le framework Angular. Et puis, avec donc Angular, c'est un framework JavaScript, donc c'est du JavaScript principalement. Et avec Angular, on va envoyer des requêtes HTTP vers le backend. Alors maintenant, notre backend, c'est ce que nous avons fait avec Spring. On peut bien créer un backend avec aussi PHP, avec .NET, avec Node.js, avec Spring, donc avec Java, etc. Et donc, côté backend, généralement, on va créer ce qu'on appelle des REST controllers, c'est des web services RESTful. Donc souvent, ce qu'on fait au niveau front-end, on envoie des requêtes HTTP vers le backend. Le backend va déclencher des traitements. Souvent, il va vers la base de données, il récupère des données. Et puis, ces données-là, ces résultats seront envoyés souvent au format JSON. Et donc, côté Angular, on va prendre ces résultats-là JSON. Et puis, ces données-là, on va les afficher. On va essayer donc de les afficher dans des parties de cette page, en utilisant ce qu'on appelle les web components, c'est-à-dire tout ce qu'on affiche dans une page, dans une application souvent front-end, se forme de ce qu'on appelle des web components. Donc ça, c'est les web components, c'est des parties, c'est des éléments de votre page. Ça peut être un formulaire, ça peut être un tableau, ça peut être quelques images, ça peut être l'essentiel. C'est que, en fait, un web component, c'est la base des applications Angular. Donc Angular, c'est un framework qui était connu depuis très longtemps. D'abord, il y a une ancienne version qui s'appelait AngularJS à l'époque, avant même l'avènement de HTML5. Ça fait très longtemps. AngularJS, donc à l'époque, c'était un framework qui est basé sur le pattern MVC. Exactement comme on fait avec Themeleaf, mais cette fois-ci côté front-end. Donc MVC, je rappelle, donc vous avez des vues, souvent c'est du HTML pour la partie view, et après quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel au contrôleur, et le contrôleur généralement il va faire les traitements, il récupère les données, les résultats, et puis il stocke les résultats dans un objet séparé qui s'appelle le modèle. Et puis par la suite, voilà, le contrôleur notifie la vue, c'est-à-dire il fait appel à la vue pour lui demander d'afficher les résultats. Et la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les données qui se trouvent dans le modèle et les afficher. Bon, ça c'est MVC qu'on a déjà vu avec notamment Themeleaf. À l'époque, AngularJS, il respectait ce design pattern. Sauf que après l'avènement de HTML5,
tous les frameworks JavaScript vont... En fait, déjà, HTML5, c'est HTML5 qui a introduit la notion de Web Component. Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, avant HTML5, il n'y avait pas cette notion de Web Component, ça n'existait pas. Donc, depuis que HTML5 a été standardisé, et donc, voilà, donc tous les frameworks vont... c'est-à-dire se métamorphoser, c'est-à-dire vont être redéveloppés en se basant sur la notion du Web Component. Donc d'abord, ça c'est la particularité de Angular, Angular 2, c'est ce qu'on appelle tout simplement Angular. C'est une réécriture complète de AngularJS, l'ancien. Si vous voulez, ça n'a rien à voir en termes de... les développeurs qui utilisaient AngularJS, quand ils vont passer vers Angular, c'est comme si on passe vers un autre framework. Il y a des fondamentaux qui sont restés les mêmes, mais généralement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, depuis Angular 2, donc, le framework il est basé sur les Web Components. Et puis, donc, pour développer une application Angular, on va utiliser un langage qui s'appelle TypeScript. Bon, pourquoi TypeScript? Parce que vous savez, JavaScript, c'est un langage qui n'est pas structuré. C'est très difficile de développer des grandes applications avec JavaScript. C'est-à-dire, si vous voulez implémenter les design patterns avec JavaScript, vous n'avez pas la possibilité de créer les classes séparées, d'utiliser les interfaces. Vous n'avez pas c'est-à-dire, c'est un langage qui n'est pas typé. Donc, c'est très difficile de développer une grande application avec du JavaScript. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a le langage TypeScript qui a été créé à l'époque. C'est pour faciliter le développement des applications JavaScript. Bon. Et donc, la particularité de TypeScript, c'est qu'il a l'avantage d'être un langage qui est structuré, orienté objet, facile à développer, c'est-à-dire pour quelqu'un qui développe avec des langages orientés objet comme Java par exemple, comme C#, c'est qu'il connaît déjà les concepts fondamentaux de l'orienté objet, donc c'est plus simple d'utiliser donc TypeScript. Et donc les Web Components sont basés sur le pattern MVVM. Donc en fait, c'est-à-dire ce n'est plus de MVC, c'est plutôt MVVM ou Model View. C'est quoi en fait la vue? La vue, c'est la partie HTML, toujours, avec CSS, dans laquelle on va afficher donc c'est la partie dans laquelle on affiche le contenu. Et puis donc le modèle, c'est une classe TypeScript, c'est une classe TypeScript dans laquelle on va déclarer les données, c'est-à-dire dans ce modèle. Et puis donc, c'est-à-dire que la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que afficher les données qui se trouvent dans le modèle. Quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel à une fonction qui se trouve dans le modèle. Et après, si les données du modèle changent, automatiquement la vue se rafraîchit. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la vue et le modèle. C'est-à-dire les données qu'on affiche dans la vue, ils sont liés directement aux variables qui sont déclarées dans le modèle, via un mécanisme dont on va parler qui s'appelle le data binding. Donc data binding, ça c'est un mécanisme qui est très important dans Angular. J'aurai l'occasion de le détailler ici, qui consiste à faire le lien entre ce qu'on va afficher ici. Par exemple, ici j'affiche 5, mais 5 c'est tout simplement la valeur d'une variable v égale à 5. Donc c'est-à-dire cette valeur qu'on va afficher, on va la lier directement à cette variable, de façon à ce que si la variable change de valeur, automatiquement, ça change dans la vue. Et quand on va saisir des données dans la vue, automatiquement, ils vont être stockés dans le modèle. Donc ça, c'est le mécanisme de data binding. Et puis donc, Angular, donc c'est un framework qui est mis à jour, c'est-à-dire à peu près chaque 6 mois, donc il y a une version. Donc depuis la version 2, 4, 5, etc. jusqu'à aujourd'hui, il y a la version 19. Donc, c'est-à-dire, donc, si vous installez aujourd'hui donc Angular, vous allez devoir utiliser la version 19. Bon, après, donc, je vais vous parler, il y a un changement qui a été notamment initié à partir de la version 14. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Alors, si vous voulez développer, donc déjà, bon, comme je disais, TypeScript, c'est quoi? C'est un langage qui représente le futur du JavaScript, en quelque sorte. C'est un langage qui est structuré, orienté objet.
bah, on écrit l'application, c'est un langage qui est typé, c'est-à-dire on déclare les types de données, etc. Et puis donc on écrit l'application avec TypeScript. Une fois qu'il est compilé, et puis donc l'application il est compilée et on obtient du JavaScript. C'est-à-dire nous on écrit du TypeScript, mais il y a un transpiler qui va se charger de traduire, de convertir donc TypeScript en JavaScript. Donc c'est-à-dire finalement quand vous écrivez du TypeScript, c'est comme si vous écrivez avec du JavaScript. Souvent les gens qui font du développement Node.js, du front-end notamment avec React ou bien avec Angular, souvent ils ont le choix de travailler soit avec du JavaScript, soit avec TypeScript. Souvent, il est recommandé d'utiliser TypeScript parce que ça permet de structurer mieux l'application. Mais dans Angular, vous n'avez pas le choix, donc il faut utiliser TypeScript, pas un choix. C'est pas comme dans en fait React, vous pouvez utiliser JS ou TypeScript, mais ici donc forcément donc vous êtes embarqué donc directement sur TypeScript, ce qui est toujours une bonne chose. Alors pour développer une application Angular, donc la première des choses qu'il faut installer dans votre machine, c'est Node.js. Alors Node.js, donc je rappelle, Node.js, donc c'est l'un des outils que tout le monde devrait installer dans sa machine. Bon, vous téléchargez Node.js, une fois téléchargé, vous l'installez. Une fois que vous installez Node.js, vous allez avoir une commande qui s'appelle npm. Donc npm, ça veut dire Node Package Manager. Donc c'est un outil qui permet d'installer des packages et de gérer, en fait, d'installer les dépendances dans un projet JavaScript. Alors ici donc vous affichez la version, regardez la version de npm que vous avez. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser npm, notre package manager, pour installer Angular CLI. Donc avec la commande npm install, on va l'installer de manière globale. On va installer Angular CLI. Angular CLI, c'est-à-dire, c'est quoi Angular CLI? C'est un ensemble d'outils Angular qui permettent de faciliter le développement, les tests et le déploiement des applications Angular. Donc si vous installez Angular CLI, donc vous l'installez une fois pour toutes dans votre machine en utilisant l'option "-g". Donc c'est-à-dire on va l'installer de manière globale dans votre machine. Et puis donc vous allez obtenir une commande qui s'appelle "-ng". Donc "-ng", donc c'est Angular, c'est Angular CLI. Donc c'est un outil sur ligne de commande qui vous permet de créer pas mal de choses. Donc si vous voulez voir la version, donc vous mettez version. Alors vous pouvez voir déjà un peu une idée sur la version de Node.js qui est utilisée, la version de npm, et en même temps surtout vous voyez la version de Angular CLI que vous avez ici. J'ai la version 17, dans votre cas vous allez avoir la version 19. Donc je recommande d'ailleurs de mettre toujours à jour un peu les choses. Alors, donc avec ng, on va d'abord créer un projet Angular. Donc pour créer un projet Angular, on va utiliser ng new. Monsieur, pardon, rappelez-moi. Oui, Si on n'a pas npm, il faut l'installer? oui, il faut l'installer. Si vous tapez la commande npm et vous ne l'avez pas, et vous n'avez rien, il faut l'installer. Donc pour l'installer, il faut chercher Node.js, download. Alors c'est ce que je vais vous montrer, peut-être avec ça. Donc il faut juste vous chercher Node.js download. C'est très rapide. Donc ici vous téléchargez la version selon est-ce que vous avez Mac ou Windows. Donc vous voyez donc et après vous l'installez, c'est rapide. Donc, voilà. Donc une fois que voilà, une fois donc que vous avez installé Angular CLI, donc on va donc créer un projet Angular. Donc pour créer un projet Angular, on va utiliser la commande ng new, le nom du projet. Alors, par exemple ici je vais créer un projet qui s'appelle myapp, et donc ça va permettre de créer un projet Angular. Alors juste depuis la version 19, il faut juste savoir une chose, c'est que en fait Angular, à vrai dire, depuis la version 14, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la version 2 jusqu'à la version 14, généralement les applications Angular sont basées sur ce qu'on appelle des modules. Donc il y a la notion de module dans Angular, c'est-à-dire généralement une application Angular, on la découpe en plusieurs modules. Chaque module, ça peut être une partie de l'application.
Alors, par exemple, si vous créez une application de e-commerce, vous pouvez créer un module pour la gestion des clients, un module pour la gestion des commandes, etc. Donc, c'est-à-dire Angular dans la base, il a été créé sous forme, c'est-à-dire une application se décompose d'un ensemble de modules. Et même si vous ne voulez pas utiliser les modules, ben, vous serez obligé d'utiliser un module. C'est-à-dire obligatoirement, il vous faut un module principal de l'application. Donc, c'est-à-dire que depuis la version 2 jusqu'à la version 14, on est obligé d'avoir un module dans l'application. Tout à l'heure, je vais revenir sur cette notion de module. Donc, à partir de la version 14, en fait, la version 14 a introduit ce qu'on appelle les standalone components. Standalone components, c'est-à-dire c'est-à-dire vous pouvez créer des web components qui n'appartient à aucun module. C'est-à-dire que techniquement parlant, depuis la version 14, on n'est pas obligé d'utiliser la notion de module. Et d'ailleurs, ça a été une critique que les développeurs faisaient à Angular. Cette critique fait que le fait pourquoi je vais utiliser le module alors que dans mon application il y a un seul module. Donc normalement si dans votre application se compose d'un seul module, bon ça sert à rien d'utiliser le module parce que c'est juste un composant en plus au niveau de l'application. Mais en fait les modules dans la base Angular il a été fait pour créer des grands projets Angular parce qu'on estime que un projet Angular généralement c'est plusieurs modules, ça permet de structurer le projet. Mais parfois pour créer des applications, parce que c'est-à-dire on va dire quoi, la tendance c'est d'aller vers ce qu'on appelle les micro-front-end. Moi, si vous vous rappelez, j'avais parlé de la notion de microservice, mais la notion de microservice, c'est le fait de découper un grand domaine, un grand projet en un ensemble de petits modules. Et pour chaque module, vous créez c'est-à-dire un microservice. Et donc, pour chaque domaine, on crée un back-end du microservice et on lui crée un micro-front-end. Donc, c'est-à-dire, pour chaque microservice, on lui crée son propre micro-front-end. Ouais, donc, chaque microservice, il a son propre micro-front-end. Et par la suite, on peut prendre tous ces micro-front-end, on va les rassembler dans une application web qui va réunir tous ces micro-front-end et ça donne globalement une application complète. Ça, c'est le concept de ce qu'on appelle les micro-front-end. Et donc, si vous avez cette approche de microservice, micro-front-end, je peux par exemple développer le micro-front-end de, par exemple, gestion des clients avec Angular. L'équipe qui va travailler sur le micro-front-end de la facturation, ils vont travailler avec React, il n'y a pas de problème. Et par la suite, on peut réunir tous ces micro-front-end au sein d'une même application. Donc, c'est-à-dire que en réalité, cette notion de module ne sert pas à grand chose parce que la tendance, c'est d'aller vers des petits front-end qu'on va réunir après. Donc, si vous voulez, le micro front-end, c'est un module. Donc, ce qui fait que depuis la version 14 de Angular, on n'est plus obligé d'utiliser les modules. Donc, c'est la raison pour laquelle si vous travaillez avec Angular 19 ou bien 17, 18, 17, 18, 19, alors quand vous créez un projet Angular avec cette commande-là, alors par défaut, il ne crée pas de module, c'est-à-dire il crée une application sans module. Mais si vous voulez travailler avec un module, vous voulez créer l'application avec un module comme ça se faisait traditionnellement, il faut ajouter ce flag no standalone. Si vous ne mettez pas ce flag no standalone, donc il vous crée un projet sans module. D'ailleurs, c'est ce que est recommandé pour le moment, c'est-à-dire de travailler sans module. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est pas la peine de le mettre. Et comme ça, vous apprenez à créer des applications avec des standalone components. Mais par contre, si jamais on vous oblige d'utiliser des modules, parce qu'il y a parfois il y a des applications, par exemple version 12, 13, qui utilisent déjà des modules et après l'entreprise vous demande de rester toujours avec modules. Donc il faut juste savoir que pour utiliser les modules, il suffit donc d'ajouter voilà, standalone. Alors, donc après, donc on va, donc une fois qu'on crée l'application Angular, on va avoir donc un dossier qui va être créé dans lequel il y a l'application. On va, pour tester une application Angular, on va utiliser ngserve. Ngserve, ça permet de quoi? Ng, il va compiler l'application. Il fait une opération qui s'appelle Webpack.
C'est-à-dire il va compacter tous les fichiers. Déjà, il va traduire TypeScript en JavaScript. Il va réunir tous les fichiers JavaScript en un seul fichier JS. Tous les fichiers HTML en un seul fichier HTML. Et tous les fichiers CSS en un seul fichier CSS. C'est-à-dire, au final, une application Angular finale, bah, c'est tout simplement index.html, un fichier JavaScript, un fichier CSS. Donc, ça, c'est Mais si quand vous regardez votre projet Angular, vous allez trouver il y a beaucoup de fichiers. Et donc, quand vous faites ngserve, il fait cette opération de build, c'est-à-dire il fait le webpack, et puis il va démarrer un serveur local Node.js qui utilise le port 4200, qui vous permet de tester votre application. Donc, c'est-à-dire que quand vous tapez ngserve, vous utilisez votre navigateur, vous tapez http localhost 4200, et après vous allez voir l'application qui s'affiche. Bon, votre application qui s'affiche là, il affiche tout simplement un web component. Tout ce que vous voyez là, c'est à l'intérieur d'un web component qui s'appelle app component. Donc, c'est-à-dire par défaut, l'application démarre avec un composant principal app component. Et après, c'est à vous à l'intérieur de ce app component, c'est à vous d'ajouter d'autres composants. Comme par exemple, ça, c'est un web component. Cette partie-là, ça peut être un web component, etc. Donc, ça, c'est un tableau, c'est un web component. Donc, c'est-à-dire que globalement, on essaiera donc de créer l'application sous forme d'un ensemble de petits composants. C'est ce qu'on appelle les web components. Alors bien sûr, vous pouvez créer toute votre application avec un seul... vous pouvez mettre tout dans App Component, mais ce n'est pas une bonne pratique. Donc l'approche Web Component, l'idée principale, c'est quoi? C'est de découper votre application en un ensemble de petits morceaux. C'est ce qu'on appelle les Web Components. Et ça va faciliter d'abord le développement, ça va faciliter les tests de chaque Web Component, et ça va faciliter la réutilisation. Par exemple, si je vois que ce web component, une fois que je le crée, je peux l'utiliser dans cette application comme je peux l'utiliser dans une autre page, dans une autre application, c'est-à-dire faciliter la réutilisation du composant. Alors, on va essayer de regarder la structure de l'application Angular. Donc, une application Angular qui est générée par défaut, c'est une application Node.js. Et je vous rappelle qu'une application Node.js, c'est une application qui possède un fichier qui s'appelle package.json. Donc package.json. Le fichier package.json, c'est un fichier dans lequel on déclare les dépendances d'un projet Node.js d'une manière générale. C'est-à-dire toutes les librairies que vous utilisez dans un projet Node.js, ils sont déclarés dans le fichier package.json. Donc on peut dire que package.json, c'est à peu près l'équivalent du fichier pom.xml pour un projet Maven. Donc, ce qui fait que généralement, dans une application Angular, dans une application généralement Node.js, si vous tapez la commande npm install, alors qu'est-ce qu'il fait npm install? Il va lire le fichier package.json, il va lire les dépendances, et après il va se connecter à Internet pour télécharger les dépendances. Et ces librairies qu'il va télécharger, il va les stocker dans un dossier que vous voyez ici, qui s'appelle Node Module. C'est-à-dire dans votre application, vous allez voir à un moment donné un dossier Node Module, dans lequel il y aura les librairies que vous utilisez dans le projet. Et puis donc il y a le code source de l'application. Alors il y a pas mal de fichiers, donc je vais vous expliquer. Alors, pour voir un peu les éléments importants de ce fichier-là, donc on peut dire que le premier fichier qui est important, c'est-à-dire quand vous lancez votre navigateur, si vous tapez localhost 4200, le premier fichier qui va s'afficher dans votre page, c'est index.html. Donc index.html, c'est ce que vous voyez finalement. Toute votre application Angular, c'est une seule page, c'est index.html. Généralement, ce fichier index.html, vous n'aurez pas besoin de le changer, on ne le touche jamais, il contient pas grand-chose. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va développer après, c'est des web components. Et après, c'est Angular qui va se charger d'insérer ces composants dans la partie HTML. Vous pouvez désactiver le microphone, s'il vous plaît? OK. Alors, donc, une fois que index.html est chargé, qu'est-ce qu'il fait index.html? Il va charger le framework Angular. Pour ça, c'est-à-dire il y a un bundle, il y a une librairie de Angular qui est utilisée.
qui va être chargé. Et après, Angular, qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter un fichier qui s'appelle main.ts. Vous êtes donc TS, c'est-à-dire TypeScript. C'est-à-dire c'est du JavaScript en quelque sorte. Alors le premier fichier qui s'exécute dans l'application, c'est main.ts. Une fois que main.ts s'exécute, bon, main.ts, il fait une seule chose, c'est qu'il va tout simplement charger le module. Donc il va charger le module, un module, le module principal de l'application Angular. Et ce module s'appelle app-module. Vous allez trouver ça dans un fichier qui s'appelle app.module.ts. Alors dans le cas où s'il y a un module dans votre application. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ce module-là n'est pas obligatoire. C'est-à-dire si vous créez l'application sans module, dans ce cas-là, ce module n'existe pas. Alors en tout cas, donc s'il y a le module, une fois que le module est chargé, qu'est-ce qu'il fait le module? Ben, le module va charger un web component. Il va charger le composant. Il va afficher un web component principal qui s'appelle app component. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment créer les web components. Donc le app component, c'est un web component dans lequel qui s'affiche. C'est le premier. Alors nous, c'est à nous maintenant après à l'intérieur de web component de mettre dans app component, généralement on va mettre une page template dans laquelle on va mettre un menu, on va mettre etc. Dans la page template, on va mettre tout ce qu'on veut ici. Et à l'intérieur avec un système de navigation. Et après, quand on va cliquer sur des boutons, on va commencer à afficher des choses, des composants qui se trouvent dans l'application. C'est-à-dire que finalement, App Components, c'est ce qu'on appelle Root Component, c'est le composant racine. C'est lui qui englobe tout ce qui est affiché dans l'application. Alors, je rappelle juste que le Web Component est basé sur le pattern MVVM, Model View Model. Alors, donc, un App Component se compose de deux parties. Donc, il y a la partie TypeScript, c'est une classe. TypeScript, c'est le modèle dans lequel on déclare des variables et les données. Et après la vue, c'est la partie HTML et CSS dans laquelle on affiche ces données. Alors, quand les données du modèle changent, automatiquement, elles vont s'afficher dans la vue. Quand on va saisir des données dans la vue, automatiquement, elles vont être stockées dans le modèle. Tout ce qu'on va saisir dans la vue, va être stocké dans le modèle. Alors, le lien entre le modèle et la vue, il y a un lien entre ce qui est affiché dans le modèle et ce qui se trouve dans des variables, dans la vue, dans le modèle, c'est-à-dire les données qui sont affichées dans la vue et c'est-à-dire les variables qui sont stockées dans le modèle, sont liées via le mécanisme qui s'appelle data binding. Alors, ce mécanisme de data binding, c'est un mécanisme qui est important, qui permet de faire le lien entre les données qui sont déclarées dans le modèle avec les variables, plutôt les données qui sont affichées dans la vue et les variables qui sont déclarées dans le modèle. Alors, si je clique sur un bouton dans la vue, je fais appel à une fonction qui se trouve dans le modèle. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est-à-dire il y a ce data binding qui fait le lien entre la vue et la partie HTML. Alors, si vous regardez le code source de ces fichiers-là, déjà bon, si vous utilisez la version sans module, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est-à-dire que main.ts, il ne va pas démarrer de module, mais il va démarrer directement le app component. C'est-à-dire finalement, le module, ici, il n'est plus. C'est-à-dire vous avez directement main.ts, il démarre app component, et app component va afficher l'application. Alors que dans la version module, on démarre d'abord le module, et après c'est le module qui démarre le app component. C'est juste une façon d'englober en fait des différentes parties de l'application. Est-ce que c'est clair pour l'architecture de Angular? Oui, c'est oui. Oui. Ok. Alors, si vous regardez le code source de ces composants, vous allez voir donc ce qui est généré index.html, il n'y a rien de spécial. Bon, c'est une simple page qui est créée, généralement on ne la touche pas, c'est comme ça, il est toujours comme ça. Et puis la seule chose, vous voyez donc dans body, qu'est-ce que vous voyez? On affiche le app component, c'est-à-dire root component, c'est ce composant-là qui s'affiche.
Et c'est pour cela d'ailleurs, vous voyez ici une balise AppRoot. AppRoot, donc ça représente ce web component que vous voyez ici, App Component. Donc je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et puis donc le module, si vous avez un module dans l'application, c'est ce fichier-là. Non, ça c'est le fichier main.ts. Alors main.ts, il va juste faire une chose, il va démarrer un module. Vous allez trouver cette ligne-là, Platform Browser Dynamic, Bootstrap module, et on va charger un module qui s'appelle App Module. C'est-à-dire juste on va charger ce module-là, ici. Et justement ce module, c'est ce qui se trouve dans ce fichier-là. Alors le module, donc vous voyez, donc c'est une classe App Module qui utilise un décorateur qui s'appelle ngModule. Alors avec Angular, pour marquer une classe comme étant un module, on utilise ce qu'on appelle des décorateurs, le décorateur ngModule. Bon, la notion de décorateur, c'est à peu près les annotations dans Java, c'est à peu près l'équivalent. Donc ngModule, et après donc dans ce module, vous avez un ensemble de propriétés, d'attributs, parmi lesquels il y a déclaration. Alors dans déclaration, on déclare tous les web components qui se trouvent dans le module. Alors pour le moment, il y a un seul web component qui s'appelle App Component, mais à chaque fois si vous voulez créer quand vous créez un web component qui appartient à ce module, il faut le déclarer ici. Par exemple, à chaque fois vous allez trouver par exemple le Home Component, Navbar Component, etc. Donc c'est-à-dire, pour ça, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. On va voir souvent quand vous créez un module, plutôt un web component, automatiquement il est déclaré dans le module. Et puis donc il y a la partie imports. Alors c'est-à-dire dans tous ces composants que vous utilisez dans le module, tous ces composants là, si à chaque fois vous voulez utiliser une librairie ou bien un module, il suffit de l'importer ici. Par exemple, si on aura besoin de communiquer avec le backend, on aura besoin d'importer un module qui s'appelle HTTP Client Module. Alors, une fois que vous l'importez ici, automatiquement, il est disponible, ce module est disponible dans tous les web components de ce module. Alors, mais par contre, si vous n'utilisez pas de module, c'est-à-dire si vous utilisez la version sans module, ça veut dire que dans chaque composant, dans chaque web component, si vous avez besoin d'utiliser HTTP Client Module, ben, il faut l'importer ici, il faut l'importer là, donc c'est-à-dire il faut l'importer dans le web component. Donc ça c'est un peu la différence entre la version module et sans module. Alors Angular, c'est un framework qui est basé sur l'injection des dépendances, et ça c'est très important, exactement comme Spring. Donc la particularité de Angular, c'est qu'il est aussi basé sur le principe de l'injection des dépendances. Donc je vous rappelle que l'injection des dépendances, l'idée principale c'est quoi? Quand l'application démarre, il va créer des composants, des services, il va instancier des objets ou bien des services, et puis ces services-là, si vous voulez les utiliser dans votre application, il suffit de faire l'injection des dépendances. Donc et après, donc, si vous vous rappelez avec Spring, pour faire l'injection des dépendances, on peut utiliser la notation auto-wired, ou bien on fait l'injection via le constructeur. Donc nous avons parlé de ça, exactement la même chose. Avec Angular, il est basé sur l'injection des dépendances, ça veut dire vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des services. Et justement dans Angular, si vous créez un service, donc pour une fois que vous créez un service, eh bien on va le déclarer dans cette partie-là, providers. Donc si vous voulez, dans la partie providers, souvent, elle est faite pour déclarer des services. Alors tout ce que vous déclarez dans providers, c'est des classes qui vont être instanciées au démarrage. C'est-à-dire, au démarrage, Angular, il va créer des objets de ces classes. Ça devient des services. Et après, donc, si vous voulez les utiliser dans ces classes-là, si vous voulez les utiliser dans ces web components, il suffit donc de les injecter. C'est-à-dire ces services-là, on peut les injecter dans les composants, on les utilise. Bon, ça, je vais revenir en détail sur cette partie-là. Voilà, alors ça, c'est pour le module. Et après, vous avez, bon, généralement, dans le module, vous avez un attribut Bootstrap dans lequel on spécifie quel est le root component. C'est le composant qui va démarrer. Parce que ici, vous avez plusieurs web components dans le module. Parmi ces composants, quel est le composant principal? C'est-à-dire le premier web component qui s'affiche
Dans notre cas ici, c'est app component. Et puis donc si vous voulez créer des composants, si vous voulez créer des web components, bon déjà, on va regarder d'abord ce app component. Alors app component, c'est généralement, ça dépend des versions. Vous avez ici un web component Angular se compose de 4 fichiers. Donc il y a un fichier qui contient la partie HTML des composants, il y a la partie CSS des composants et la partie TypeScript des composants, et puis il y a un fichier qui va servir pour les tests unitaires. Donc c'est un fichier qui porte l'extension .spec.ts. Et donc ici donc la partie TypeScript, donc vous voyez donc la partie TypeScript, c'est une classe, par exemple app component, c'est une classe dans laquelle je déclare des variables, par exemple ici. Et pour que cette classe soit un web component, on va utiliser le décorateur component. Et pour le décorateur, avec le décorateur component, généralement on spécifie le selector. Alors le selector, ça représente le nom de la valise que vous voulez utiliser pour afficher ce web component. Donc si vous vous rappelez, head uproot, on l'avait déjà vu dans index.html, si vous vous rappelez. Vous voyez donc dans index.html, vous avez uproot ici. Donc le selector, donc c'est à vous de spécifier comment vous voulez appeler la valise qui est associée à ce composant. Ici donc c'est uproot. Et puis donc vous avez template URL, on spécifie le fichier qui contient la partie HTML. Et styles URLs, donc pour spécifier le fichier qui contient les styles CSS. Alors la partie HTML, ici donc on affiche généralement tout ce qu'on fait dans la partie HTML, c'est on affiche des données, des variables qui se trouvent dans la classe, dans le web component. Alors ici donc vous voyez donc la variable title ici, et puis donc pour afficher la valeur de la variable title, je vais utiliser ici on va faire le data binding en utilisant ici title comme ça. Ben, ça veut dire qu'on est en train de faire un data binding, c'est-à-dire de faire le lien entre ce qui va s'afficher ici avec la valeur de cette variable. Donc ce qui fait que ici donc ça nous affiche ici donc la valeur de cette variable là. Alors si la variable change, automatiquement ça va s'afficher au niveau de la partie HTML. Donc ça c'est un exemple de data binding, mais il existe plusieurs formes du data binding, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Et après donc il y a la partie CSS. Bon, généralement le fichier app component CSS, c'est un fichier dans lequel on peut déclarer des styles CSS pour ce composant. C'est-à-dire si vous voulez déclarer des styles CSS qui ne peuvent être utilisés que pour ce web component, ben, on va utiliser ce fichier là app component.css. Voilà, donc app component.css, c'est pour déclarer les styles de ce composant. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans votre application, vous avez un autre fichier qui s'appelle style.css. Alors ce fichier style.css, c'est un fichier global. C'est-à-dire si vous déclarez des styles dans style.css, ces styles-là, ça va concerner tous les web components. Donc, par exemple, si vous travaillez avec Bootstrap, ben Bootstrap, il suffit de le déclarer dans le fichier style.css, ben automatiquement, Bootstrap il sera disponible dans tous les composants que vous créez. Donc ça c'est plutôt global. Mais par contre ce fichier, chaque composant possède son propre fichier CSS. C'est toujours, parfois ça fait partie des bonnes pratiques que chaque composant que ça soit complet. C'est-à-dire même si style CSS, on va les mettre pour le composant. Et donc voilà, donc ça c'est la structure. Et puis il y a un fichier que vous n'allez pas trop utiliser dans un premier temps. C'est ce fichier là. C'est un fichier qui pour les tests unitaires. Donc si vous voulez créer un test unitaire, vous voulez tester un composant pour savoir est-ce qu'il marche ou il ne marche pas. Donc on aura besoin de créer un test unitaire. Et donc cette notion de test unitaire, c'est quelque chose qui va encore revenir tout le temps. Parce que les entreprises, généralement à chaque fois que vous développez un composant, on va vous demander de le tester. Et forcément avec Angular, donc par défaut, il vous génère un fichier pour écrire un test unitaire pour ce composant.
Alors, au niveau architecture du framework Angular, on peut dire qu'une application Angular se compose d'un ensemble de modules. Il y a forcément un module principal qui est chargé. Alors ça, c'est avant la version 14. Mais depuis la version 14, il est aussi possible de créer une application sans module. Donc ici, principalement, il vaudrait mieux avoir en idée cette architecture-là, parce que ça, c'est le socle de base de Angular, c'est-à-dire vous avez d'abord un module qui est app module, et dans un module, on a les web components. Alors, en fait, les web components, c'est la partie UI, c'est la partie user interface, c'est-à-dire tout ce qui s'affiche dans votre application, c'est des web components. Alors, le premier web component qui s'affiche, c'est root component. Bon, ça, c'est app component, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et à l'intérieur, donc vous voyez, donc ça, c'est app component, c'est C1. Et à l'intérieur de C1, on va afficher d'autres composants, par exemple C2. Vous voyez, donc ça, c'est C2, c'est un web component. C3, c'est celui-là. C4, c'est celui-là, par exemple. Et C2 lui-même, C2 contient C5 et C6. Donc, c'est-à-dire finalement, ce qu'on affiche dans une page, dans une UI, c'est quoi? C'est une hiérarchie de composants. C'est un arbre de web component. Et après, avec un système de navigation, vous allez avoir des boutons, des liens, etc. Ben, quand on clique sur un bouton, ben, on va changer. Ici, c'était C5, on va mettre C8. C'est-à-dire, quand je clique sur des boutons, on change les composants. Ce qui nous donne l'impression que nous avons plusieurs pages. Une application web de plusieurs pages, mais en réalité, c'est une single page. C'est-à-dire que finalement, tout ça, c'est index.html. Et donc, ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait le système de navigation. Voilà. Alors, il y a les web components. Mais quand il y a un événement, vous avez les web components. Quand il y a un événement qui se produit dans les web components, c'est-à-dire quand je clique sur un bouton ou bien un lien dans les web components, nous avons généralement besoin de faire des traitements. Et pour faire des traitements, on fait appel à des composants séparés, ce qu'on appelle les services. Bon, les services, c'est des classes qu'on va créer, dans lesquelles on va mettre des méthodes. Une fois que, par exemple, je clique sur un bouton, je fais appel à une méthode qui se trouve dans le service. Ben, le service, qu'est-ce qu'il va faire? Généralement, le service, il va envoyer une requête HTTP vers le backend. Il récupère des résultats au format JSON. Et puis, il va retourner ces résultats-là vers le web component. Et après, le web component va les afficher quelque part. C'est-à-dire que les services sont faits pour la logique applicative. Et Angular, il a cette particularité, c'est que Angular, il sépare la logique de présentation, c'est-à-dire la logique UI, User Interface, avec la logique applicative. Et justement, la logique applicative, c'est la partie service. Alors, on peut bien créer une application Angular sans utiliser des services. On peut créer une application que avec les web components, comme vous le faites avec React, parce que React, il n'utilise pas la notion de service. Donc, c'est-à-dire vous créez que des web components. Et si vous travaillez, si vous créez votre application que avec les web components, vous allez rencontrer un problème important. Je vous donne un exemple. Supposons, je voudrais que quand je clique sur un bouton, dans C4, je voudrais changer quelque chose dans C6. Par exemple, je clique sur un bouton, je voudrais faire des choses, des données que je vais récupérer. Et puis, une fois que les données sont, par exemple, ici, vous avez un bouton dans C4, je vais ajouter, par exemple, ici, un produit au panier, par exemple, ici. Mais une fois que j'ajoute le produit au panier, je voudrais incrémenter le nombre de, ici, j'ai par exemple ici le nombre de produits que j'ai dans mon panier. Vous voyez donc ici, donc j'ajoute un produit. Mais dans C6, il y a une partie qui va afficher à peu près combien de produits que j'ai dans le panier. Donc si vous travaillez avec que les composants, et si vous voulez, en cliquant sur le bouton dans C4, vous voulez changer quelque chose dans C6, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir envoyer un message vers
C1 et C1 va communiquer avec C2 et c'est C2 qui va communiquer avec C6 pour finalement arriver à l'information pour l'afficher. Donc il y a un événement qui est créé là et cet événement il faut l'envoyer vers C1 qui va le passer à C2 et C2 va le passer à C6 pour changer. Donc vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Si vous voulez faire la communication entre les web components, c'est un peu compliqué parce que les web components c'est un arbre. Par exemple, c'est pour que ce composant C5 communique avec C6, il faut passer via C2. Alors pour éviter ce problème, on va créer un service. Donc je vais créer un service dans lequel je peux déclarer des données et je déclare des méthodes. Et puis ce service-là, je vais l'injecter dans C4 et je peux également l'injecter dans C6. Donc ce qui fait que finalement, avec le même service, je peux l'injecter dans plusieurs composants. Et donc je peux partager les mêmes données et les mêmes traitements pour plusieurs composants. Donc ce qui fait que par exemple je clique sur le bouton, je change une variable dans le service, bah, automatiquement le C6 va recevoir cette donnée là, il va l'afficher. Donc vous voyez, donc avec les services on va pouvoir faciliter la réutilisation des données, c'est le partage des données et des traitements. Alors pour les gens qui travaillent, qui ont déjà développé avec React, alors React c'est un framework qui est basé sur les web components, tout comme Angular. Avec React, quand vous créez un web component, vous voyez donc dans un composant React, vous mélangez la partie HTML et la partie JavaScript. Donc déjà, dans un web component, on mélange les deux. On mélange du JavaScript avec du HTML. Alors au début, ça peut sembler très simple, ça peut sembler très utile. Mais si vous créez une grande application, quand vous allez créer une grande application avec React, vous allez commencer à se dire, voilà, par exemple, supposons vous avez ici une fonction JavaScript que vous utilisez dans C1, vous voulez utiliser la même fonction dans C6, et là, vous allez commencer à trouver des problèmes. Comment faire? Est-ce que je vais passer la référence de C1? Est-ce que je vais faire copier-coller? Et donc, plus votre projet devient plus grand, et ça devient très compliqué de le gérer. Et c'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez un projet avec React, à un moment donné, vous aurez besoin d'utiliser une librairie qui permet de faire ce qu'on appelle le state management. C'est-à-dire une librairie qui permet de créer une sorte de service. Une fois qu'on crée le service, on va mettre les données de l'application dans un service. C'est ce qu'on appelle le state de l'application. Et puis, on va essayer donc de lier ce service-là aux composants, et par la suite tous les composants, dès qu'il y a quelque chose qui se produit dans les composants, on va faire appel au state. Donc on va centraliser les données c'est une façon en quelque sorte de séparer la logique les données et la logique UI. Et donc bon, pour les développeurs de React, souvent ils vont devoir utiliser des librairies comme Redux par exemple. C'est une solution qui permet de créer une solution de state management. Encore, vous utilisez donc des hooks comme context, etc., qui vont permettre donc de pallier ce problème-là. Mais avec Angular, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Tout simplement parce que Angular, dès la base, dans l'architecture, il est basé sur les services. Donc vous voyez, donc un service déjà, c'est un composant séparé dans lequel que vous pouvez utiliser comme une solution de state management. Avec un service, je peux mettre mes données, je peux mettre mes traitements, et après je peux injecter le service dans les composants. Donc ça c'est en quelque sorte l'avantage principal d'utiliser les services. Alors les composants les plus importants dans une application Angular, c'est les web components et les services. Alors après il y a d'autres composants comme les pipes et les directives. En fait, les pipes, ils sont utilisés pour formater les données. Par exemple, si vous voulez afficher la date de naissance, donc j'utilise ici, donc j'affiche la valeur de la variable date de naissance, mais comme c'est une date, j'ai besoin de la formater. C'est-à-dire, je vais afficher la date en format, par exemple, jour, mois, année. Et donc, pour pouvoir formater la date, donc je vais utiliser ici pipe. Donc,
ce pipe-là qui est utilisé. Le pipe s'appelle date, deux points, et après le paramétrage. Ici, donc, je veux utiliser le pipe date avec ce format-là. Techniquement parlant, un pipe, c'est une fonction JavaScript. On va prendre la date de naissance, il va la transmettre à ce pipe qui est date. Et après date, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la date, il va retourner un résultat, un texte qui respecte ce format. Et donc les pipes sont très utiles pour formater les données. Et puis il y a ce qu'on appelle les directives. Alors les directives, c'est quelque chose qui existait dans HTML5. Par exemple, quand vous créez un input, vous mettez type égal à texte. Alors ça c'est un attribut. Alors type c'est un attribut. Et après, mais par contre, si vous mettez required, ça veut dire que la valeur elle est requise, elle est obligatoire. Alors ça c'est ce qu'on appelle une directive. Alors la même chose, une directive c'est une sorte de fonction JavaScript qui va prendre ce qu'on va par exemple saisir dans la zone de texte. Il va vers cette directive, et cette directive il va retourner soit true soit false, c'est-à-dire est-ce que la valeur est-ce qu'elle est valide ou n'est pas valide. Donc avec Angular on peut créer des directives. Donc on peut créer d'autres directives, comme on peut créer d'autres pipes autres que ces directives et les pipes qui sont fournis par défaut. Donc voilà, donc ça c'est l'architecture globale d'une application Angular. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Alors, juste pour compléter les concepts de base, maintenant, si vous voulez créer un web component, on va utiliser la commande ng generate component. Et après, vous spécifiez le nom du composant. Par exemple, ici, donc, je vais utiliser ng generate component about. Alors, cette opération va permettre de créer un dossier about. Il va vous générer un dossier about dans lequel il va mettre les 4 fichiers du composant. Il vous génère le fichier CSS, HTML, TypeScript et le fichier .spec.ts pour les tests unitaires. Et si vous mettez la même chose, ng generate component contact, il vous crée un dossier contact dans lequel il va générer les fichiers de ce web component. Alors, au lieu d'utiliser ng generate component, on peut utiliser ng gc about. Donc vous voyez, donc G ça veut dire generate, C ça veut dire component. Si vous voulez générer un service, on va utiliser ng gs. Si on veut générer un module, on va utiliser ng gm, etc. Générer un pipe, etc. etc. Donc généralement, tous les composants, les services, les composants, les pipes, on va voir, en fait, il y a aussi les intercepteurs, les guards, etc. Tout ça, on peut les générer comme ça. Il vous génère le squelette et après, on complète le contenu. Alors, si dans votre application, vous avez un module, donc normalement, quand on génère un web component, ici, vous voyez donc, about, il vous crée les 4 fichiers du composant, mais en même temps, il fait update, il met à jour le module. Parce que si vous vous rappelez que à chaque fois qu'on crée un web component, il faut le déclarer dans le module. Donc, c'est-à-dire automatiquement, ng, il va le déclarer dans le module. C'est-à-dire, si vous regardez dans votre module, vous allez trouver, dans la partie déclaration, vous trouvez app component, about component, contact component. Bon, ça, c'est la commande le fait automatiquement. Mais bien sûr, si vous ne travaillez pas avec module, dans notre cas, on ne va pas travailler avec module, parce que c'est, si vous voulez, la tendance. Dans ce cas-là, bon, en fait, il ne le fait pas de toute façon parce qu'il n'y a pas de module. Alors, si vous regardez le code généré, about component, vous allez trouver donc le fichier about component.ts, ça c'est la partie TypeScript. Donc, vous voyez, donc c'est une classe about component. Alors, généralement, dans la classe TypeScript, vous avez besoin d'un constructeur. Alors, avec TypeScript, pour créer un constructeur, on va utiliser donc cette syntaxe constructor. Alors, le constructeur ne sert qu'à une seule chose. Il sert tout simplement à faire l'injection des dépendances. C'est pour injecter des services. Donc, si vous voulez injecter des services, ben, on les déclare dans le constructeur. Alors, tout comme Spring,
pour faire l'injection des dépendances, on peut utiliser directement le constructeur. Avec Angular, il est aussi possible d'utiliser l'injection en utilisant une fonction qui s'appelle inject. Donc, c'est-à-dire comme Spring, vous avez la notation auto-wired et vous avez le constructeur. Donc, avec Angular, vous avez donc soit le constructeur, soit la fonction inject. Ça permet donc d'injecter un service. Mais généralement, si vous créez des classes, vous faites l'injection via le constructeur. Mais si vous créez des fonctions qui ne sont pas à l'intérieur de classe, ça veut dire qu'il n'y a pas de constructeur. Ça veut dire que le seul moyen pour injecter des services dans des fonctions en dehors des classes, c'est d'utiliser inject. C'est à peu près ça. Alors, donc, vous voyez, donc, généralement, dans un web component, on peut également implémenter une interface qui s'appelle onInit. Et si on implémente l'interface onInit, nous avons besoin de redéfinir la méthode ngOnInit. Donc, à quoi sert ngOnInit? C'est la méthode qui s'exécute au moment du chargement du composant. C'est-à-dire, dès que vous chargez un web component, vous l'affichez. La première méthode qui s'exécute, c'est ngOnInit. Donc, si vous voulez faire un traitement au démarrage des composants, vous voulez afficher des choses, vous voulez par exemple au démarrage, vous voulez aller vers une base de données, faire appel à un backend, récupérer des données et les afficher, on peut déclencher ces traitements, ces services directement dans ngOnInit. Alors, il y a quelqu'un qui est Ashraf, tu voulais poser une question? Oui, monsieur. Je voulais juste savoir quelle est la version utilisée pour le cours, parce que je poursuis le tutoriel. J'utilise la dernière version d'Angular. Oui. Et dans mon fichier aboutComponent.ts, je vois pas le implement on init. C'est pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire, généralement, c'est implement, c'est-à-dire si vous voulez, vous l'ajoutez, si vous voulez pas, vous le mettez pas. Parce que dans les anciennes versions, quand vous créez un composant, par défaut, il implémente cette interface et là, vous avez ça. Mais parfois, vous n'avez pas besoin de cette méthode et vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est-à-dire, vous, si vous voulez l'ajouter, vous l'ajoutez. D'accord, merci, monsieur. Ok. Voilà, donc après le composant, il y a le décorateur component, il y a le selector que vous voulez utiliser. Ici, donc par défaut, il l'appelle appAbout. Donc, c'est-à-dire, si dans la partie HTML, vous voulez afficher ce composant-là, il faut utiliser donc la balise appAbout /appAbout pour afficher ce composant. Mais après, vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Mais c'est une bonne pratique d'utiliser donc des sélecteurs qui commencent par app. Pourquoi? Parce que dans la partie HTML, si quand vous voulez afficher un composant que vous avez créé vous-même, il suffit d'utiliser, de taper app. Et après, vous allez avoir la liste vous pouvez voir vos composants. Alors que par exemple, si vous voulez ajouter un composant que vous n'avez pas créé, qui se trouve dans des librairies, généralement, c'est des composants qui commencent pas par app. Donc forcément, ça vous permet de faire la différence entre les web components que vous avez créés et ceux qui sont ajoutés, qui sont par défaut fournis par le framework. Bon, la partie HTML, la partie CSS et la partie .spec.ts. Alors ça, c'est pour le composant. Alors, après, juste un petit détail au niveau selector. C'est vrai que par défaut, ici, par défaut, il utilise une balise, le nom de la balise pour afficher le web component. Mais en général, dans Angular, il existe 3 formes pour afficher, pour associer un selector à un web component. Donc, vous avez soit vous mettez selector égale appAbout. Dans ce cas-là, vous utilisez la balise appAbout pour l'afficher. Ça devient une balise. appAbout. Soit vous utilisez selector égale appAbout entre crochets. Si vous mettez entre crochets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça devient c'est comme une directive. C'est-à-dire vous mettez div
par exemple un div, et après vous mettez app about, comme ça, sous forme de directive. Donc ça veut dire que votre composant, il s'affiche à l'intérieur de ce div. La troisième solution, c'est d'utiliser selector égale point. Il y a un point ici, app about. Dans ce cas-là, pour afficher le web component, on l'affiche sous forme d'une classe CSS, c'est-à-dire vous créez un div class. Si vous mettez app about, vous allez afficher ce composant à l'intérieur de ce div. Donc vous avez trois formes, la première, la deuxième et la troisième. Alors par défaut, c'est ce qui est utilisé, mais il faut savoir que aussi ça existe. Alors, il reste encore trois choses pour les fondamentaux de Angular. D'abord, le data binding. Alors, le data binding, c'est un mécanisme qui permet de faire le lien entre les variables qui sont déclarées dans la classe des composants et la vue, c'est-à-dire la partie HTML des composants. Alors, on peut faire le data binding dans un sens, comme ça. On peut faire un data binding dans l'autre sens. Et on peut avoir ce qu'on appelle le two-way binding, c'est-à-dire bidirectionnel. Je vous donne des exemples. Par exemple, ici, je voudrais créer un compteur. Donc, le composant, il y a d'abord la classe du composant, je vais l'appeler test_component, dans lequel je vais déclarer une variable counter, qui est de type number. La valeur par défaut, c'est 1. Name, il y a une variable name de type string. La valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Et puis dans cette classe, je vais créer deux fonctions, increment et decrement. Alors là, la fonction increment, il va incrémenter le compteur, 10.counter, et decrement va décrémenter le compteur. Alors ça, c'est la partie, c'est le modèle, c'est la partie plutôt que le TypeScript. Et après la partie HTML, je voudrais par exemple créer une zone de texte. Une zone de texte, et je voudrais par exemple, quand je vais saisir quelque chose dans la zone de texte, je voudrais qu'il soit stocké directement dans cette variable name. Donc j'ai besoin de faire un lien entre ce que je vais saisir dans cette zone de texte avec ce qui va être stocké dans la variable name. Et je voudrais également que si je modifie la valeur de la zone de texte, automatiquement, si je modifie la variable name, automatiquement, la zone de texte va changer. Ça veut dire qu'ici, j'ai ce qu'on appelle un two-way binding, c'est-à-dire un data binding qui est bidirectionnel. Alors, pour faire ça, je vais créer une zone de texte, ici input, type égale texte, et je vais utiliser ici ngModel. Donc, ngModel, c'est un attribut de Angular, c'est une directive. Vous voyez donc ngModel entre parenthèses, entre crochets. Entre parenthèses, ça veut dire c'est un data binding dans ce sens. Et encore entre crochets, ça veut dire c'est un data binding dans l'autre sens. C'est-à-dire ici, si je change la zone de texte, la variable change. Si je change la variable, la zone de texte va changer. Donc c'est pour cela c'est un two-way binding, c'est celui-là. Alors, je dois juste vous expliquer que le data binding dans Angular, il est basé sur un design pattern qui s'appelle Observer. Il y a un design pattern, un pattern qui est très utilisé dans les applications qui s'appelle le pattern Observer. Alors, le pattern Observer, le principe c'est quoi? C'est que vous avez un objet qui a ce qu'on appelle des variables, des données. Donc, l'objet qui centralise les données, c'est ce qu'on appelle un objet observable. Et vous avez d'autres objets qui s'intéressent à ces données-là. Donc, c'est-à-dire, une fois que ces données changent, ben, ces composants ont besoin, ces objets-là, ont besoin de recevoir ces mises à jour. Alors, c'est ce qu'on appelle des observers. Alors, pour qu'un objet soit un observateur, il fait un subscribe. Une opération qui s'appelle subscribe. Donc, vous voyez, donc tous les observateurs, ils font d'abord un subscribe vers l'observable. Une fois qu'ils font un subscribe, qu'est-ce qu'il va faire l'observable? Ça veut dire que l'observable dispose des adresses des observateurs.
des références. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui change chez moi, chez l'observable, ben, l'observable va notifier, va envoyer les mises à jour, une notification, notify. Il va notifier les observateurs, tous les observateurs. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui change ici, automatiquement les observateurs vont se mettre à jour. Parce que tous ces observateurs dépendent de ces données-là. Donc ça, c'est un design pattern qui est très connu, qui est le pattern observer. Bon, je vous donne juste un exemple. C'est comme si, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est en relation avec les entreprises, par exemple. Je reçois des offres d'embauche, etc. Donc j'ai un carnet qui contient des offres d'embauche, qui est mis à jour à chaque fois que j'ai des nouvelles. Et par exemple, vous cherchez l'emploi. Alors, vous cherchez des offres d'embauche. Et donc, comme vous cherchez des offres d'embauche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire subscribe chez moi. Donc, vous voyez, donc moi, je suis observable parce que je détiens l'information, je centralise les données. Et vous devenez des observateurs. Et donc, une fois que vous faites subscribe, ça veut dire que vous pouvez aller tranquillement faire votre activité. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient, dès que je reçois une nouvelle offre, je vous envoie un SMS, une notification pour vous dire, voilà, tiens, voilà des nouvelles. Donc, à chaque fois il y a des nouveautés chez moi, automatiquement vous êtes informé. Alors, c'est exactement ça le pattern observer. Donc, le data binding, lui, il est basé sur ce pattern observer. Alors, par exemple, ici, cette zone de texte, il est lié à cette variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone de texte va faire un subscribe vers cette variable. Ça veut dire que dès que la variable change, automatiquement, la zone de texte va changer. Et encore, on va le faire dans l'autre côté. C'est-à-dire, si la zone de texte change, la variable doit changer. Ça veut dire que la variable elle-même, il fait un subscribe vers la zone de texte. Donc, vous voyez, donc ici, il s'agit de two-way binding. Donc ici, si je change la zone de texte, la variable est mise à jour. Si je change la variable, la zone de texte est mise à jour. Alors ça, c'est un exemple de two-way binding en utilisant ngModel ici. Alors ici, par exemple, je voudrais afficher, à chaque fois, je vais afficher le nom qui a été saisi ici. Ben, tout simplement, je vais utiliser name is name entre double accolade. Donc, si vous faites name, vous écrivez name comme ça. Ça veut dire tout simplement, vous faites un subscribe vers name. Si name change, automatiquement, ça va s'afficher. Alors, ça, c'est un one-way binding, c'est-à-dire c'est output data. C'est ce qu'on appelle string interpolation. Si la variable change, le texte va changer. Alors, bien sûr, ici, le texte ne peut pas changer parce que ce n'est pas une zone de texte. Alors j'ai ici également des boutons. Je voudrais, quand je clique sur le bouton incrémenter et décrémenter, je voudrais incrémenter le compteur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai le bouton, vous voyez ici. J'ai un bouton ici décrémenter dans lequel je vais utiliser clic. Ouais, donc clic, c'est moins. Voilà le moins. Alors quand je clique sur ce bouton ici, j'appelle une fonction qui s'appelle decrement. Ça. Vous voyez, donc c'est React to Event. Donc vous avez un data binding dans ce sens-là. Donc si je clique sur le bouton, j'appelle une fonction qui s'appelle decrement ici. Et decrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter le compteur. Et ici, on va afficher le compteur. Pour afficher le compteur, vous voyez ici, counter, counter. Donc, c'est-à-dire, dès que je décrémente, bah, automatiquement, ça va s'afficher ici. Pourquoi? Parce que ici, donc, je décrémente. Ça, c'est un data binding. Et ça, c'est un autre data binding. Ça, c'est l'affichage. Alors, la même chose, si j'incrémente, je clique sur plus, j'appelle la fonction increment, qui va incrémenter le compteur. Et puis, la dernière, c'est property binding. Alors, par exemple, moi, je voudrais que, une fois que je clique sur le bouton incrémenter,
il faut d'abord vérifier si la valeur du compteur n'a pas atteint 10. Je voudrais qu'une fois qu'il atteint 10, il va s'arrêter. Donc dans ce cas-là, quand je clique sur le bouton, vous voyez donc le bouton ici, plus, vous avez increment, et là vous avez property binding, vous voyez disabled entre crochets. Et disabled, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce bouton va être désactivé automatiquement suite à cette condition. C'est-à-dire dès que la valeur du compteur égale à 10, automatiquement, quand il atteint 10, il va être désactivé. Et quand je clique sur décrémenter, si le compteur atteint la variable 0, il va être désactivé. Donc ça veut dire que j'incrémente entre 0 et 10. Donc pas plus, ni moins, ni plus. Donc voilà, donc ce slide, il vous montre en quelque sorte les fondamentaux du data binding. Donc ça, c'est les différentes techniques qu'on va utiliser pour faire du data binding. Alors voilà, donc ça c'est il y a un exemple. Après tout ça, c'est la démo. Après, donc pour les services, alors pour les services, donc vous avez donc comme je disais, donc Angular il est basé sur le principe de l'injection des dépendances. L'idée de l'injection des dépendances, ça veut dire qu'au démarrage de l'application Angular, il va instancier des classes qu'on appelle les services. Et puis ces services-là, vous pouvez les utiliser dans les composants en faisant l'injection des dépendances. Ici, donc, c'est dependency injection. Donc, un service on peut injecter plusieurs services dans un même composant. On peut également injecter un service à l'intérieur d'un autre service. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait avec Spring. Donc, ce qui fait que pour quelqu'un qui a déjà travaillé avec Spring, il connaît déjà le principe de l'injection des dépendances. Il connaît déjà l'avantage de l'injection des dépendances et de l'inversion de contrôle. Donc, automatiquement, il va rapidement maîtriser Angular. Donc, parce que ça, c'est un concept. Mais généralement, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec Spring, il va trouver que Angular... je ne parle pas forcément Spring, parce que .NET, la même chose. .NET, il est basé sur l'injection des dépendances. C'est-à-dire même quelqu'un qui a fait .NET, il est déjà familier avec ce mécanisme de l'injection des dépendances. Donc, généralement, ils vont préférer plutôt donc, la logique de Angular. Mais pour souvent les techniciens, souvent les niveaux Bac plus 3 ou Bac plus 2, souvent, ils ne sont pas très familiers avec ce principe de l'injection des dépendances. Alors, dans ce cas-là, la majorité vont préférer travailler avec React parce que React semble plus simple que Angular pour les gens qui n'ont pas un niveau d'ingénieur généralement. C'est pour cela qu'il y a parfois des entreprises qui vont préférer travailler avec React parce que tout simplement ils ont besoin d'embaucher des techniciens pour la partie user interface et que les techniciens souvent ils ont plus une aisance à maîtriser React que de travailler avec Angular. Alors l'inverse, si vous êtes un ingénieur, un niveau ingénieur, souvent dans les grands projets, on préfère adopter Angular. Pourquoi? Parce qu'avec Angular, on est sûr d'avoir un framework qui est très puissant et qui structure le code et ça respecte les bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle. Donc c'est un peu ça. Mais déjà, l'injection des dépendances, c'est un principe qui est très important au niveau Angular. Et donc, pour créer un service, bon, il suffit de créer une classe dans laquelle que vous décorez avec le décorateur injectable. Donc, vous voyez, donc si vous mettez injectable et vous ajoutez provided in root, ça veut dire que ce service-là, dès le démarrage de l'application, il va être instancié. Ça veut dire que tous les composants, les web components de l'application peuvent utiliser ce service. Alors que quand on utilise des modules, parfois on peut déclarer les services uniquement pour un module particulier et non pas les autres. Mais généralement, si vous mettez root, ça veut dire que ce service est disponible pour tous les modules. Ça veut dire tous les web components. Et dans le service, on peut créer des méthodes, save data, get data, etc. Alors maintenant, comment faire l'injection des dépendances? Comment injecter un service dans un composant? Donc vous avez en fait deux façons de faire. Vous allez vers le web component dans la classe des composants. Vous avez un constructeur. Et dans le constructeur, vous déclarez directement le service. Par exemple, ici, exemple service de type exemple service. Et après, vous ajoutez
soit si vous voulez votre service, si vous voulez qu'il soit privé, vous ajoutez private. Si vous voulez que ça soit public, vous mettez public. Donc automatiquement, il y a un attribut. Alors, c'est à peu près ça. Vous avez exemple component. C'est comme si vous déclarez un attribut exemple service de type exemple service. Et dans le constructeur, vous mettez 10.exemple service est égal EX. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on fait dans Java. Et dans C#, c'est-à-dire pour faire l'injection, votre constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Alors, avec TypeScript, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de déclarer l'attribut. Il suffit d'ajouter directement ici le private. Automatiquement, cet attribut-là, cette variable, il devient un attribut pour la classe. Et après, donc, c'est à vous de dire est-ce que vous voulez que ça soit public ou bien private. Donc, généralement, c'est ce qu'on va faire souvent. Donc, vous pouvez injecter un service de cette façon-là, ou tout simplement, dans votre classe ou bien dans une fonction, vous utilisez par exemple une variable exemple service égale, et vous faites appel à une fonction qui s'appelle inject. Et après, vous mettez le nom de la classe, exemple service. Donc, c'est l'injection via le constructeur. Ça, c'est de l'injection en utilisant inject. Bon, alors maintenant, si vous êtes à l'intérieur d'une classe, vous faites l'injection via le constructeur. Si vous êtes dans une fonction en dehors d'une classe, vous faites l'injection en utilisant inject. Est-ce que c'est clair? Oui. Je vais brancher cette machine. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour l'injection des dépendances. Voilà. Donc, une fois que vous injectez le service, ça veut dire dans votre composant, vous pouvez, si vous voulez utiliser le service, vous mettez 10.exemple service. Et vous appelez la méthode saveData, par exemple, ou bien getData, etc. Alors, l'autre point, c'est le système de routage et navigation. Alors, donc je vous ai dit que avec Angular, bon, Angular c'est un framework qui permet de créer des applications de type single page application. Ça veut dire que généralement vous avez une application, l'application c'est une seule page, index.html. Alors la question maintenant, comment dans votre page vous avez des boutons, vous avez des menus. Et je voudrais que quand je clique sur ce bouton-là, j'affiche ici quelque chose. Et quand je clique sur ce bouton, j'affiche autre chose. Et si je clique sur le bouton, j'affiche un autre composant, etc. C'est-à-dire comment naviguer. On est dans la même page, mais comment naviguer dans la single page. Donc vous avez besoin d'utiliser le système de routage et navigation. Et justement, pour utiliser le système de routage, vous aurez besoin d'abord de créer des routes. Donc vous voyez donc ici un tableau de routes. Chaque route, on va spécifier le path. Par exemple, ici le path c'est about. Et vous spécifiez le composant associé. Par exemple, ici about component. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon application, dans l'application, si vous avez http localhost 4200, si vous mettez /about, le path. Donc c'est-à-dire si le path c'est about, ben, qu'est-ce qui va s'afficher ici? Il va chercher un composant qui s'appelle about component. Si vous mettez /contact, il va afficher contact component. Si vous mettez une chaîne vide, on va rediriger par défaut vers /about. Donc ça on peut faire ça. Donc on déclare d'abord les routes. Donc chaque composant que vous créez généralement, c'est-à-dire quand je clique sur un bouton, je voudrais afficher un composant, il faut créer une route. Donc ça c'est des routes. Et après, comment on va utiliser ces routes? Par exemple, ici dans notre cas, nous avons deux boutons. Nous avons le bouton About et le bouton Contact. Ben, je voudrais que quand je clique sur About, je voudrais afficher About Component.
Et quand je clique sur Contact, je voudrais afficher Contact Component. Alors pour faire ça, il suffit d'ajouter un attribut ici, Router Link. Vous voyez, Router Link égale /about. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur About, je vais chercher une route dont le path est /about. Alors ici, donc /about, vous voyez ici About, c'est About Component. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer le rendu de About Component et après il va l'afficher. Si je clique sur Contacts, il va chercher le composant Contact Component. Alors la question maintenant, c'est que quand je clique sur About, la question, c'est à quel niveau de la page il va afficher ce composant. Alors, c'est la raison pour laquelle vous aurez besoin, dans votre page template, dans notre cas c'est app-component.html, vous aurez besoin de déclarer un élément qui s'appelle Router Outlet. Donc, Router Outlet, c'est un élément qui permet de marquer où est-ce que le système de routage va générer, afficher le rendu des composants. C'est-à-dire que quand je clique sur About, About Component va s'afficher ici, à l'intérieur de ce Router Outlet. Donc c'est à vous de placer le Router Outlet dans l'endroit où vous voulez. Donc généralement on le place dans la zone centrale. C'est-à-dire souvent une page template. La page template souvent se compose de ça, de deux éléments principaux, enfin des éléments. Vous allez trouver un Web Component qui est navbar. Ça c'est navbar Component. Vous allez avoir ici Router Outlet, c'est la partie centrale. Donc ici, ça c'est Router Outlet, c'est-à-dire ici. C'est là où on va afficher le contenu. Et tout en bas, on va trouver footer par exemple. C'est le pied de page. Footer, voilà, component. Et parfois, vous trouverez side component, c'est-à-dire parce que il y a des menus ici. Side component, navbar component, router outlet. Alors après, ça c'est la page template. Mais quand je clique sur un bouton, ici il va changer. Là, cette partie-là va changer, ça dépend de la route. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Monsieur, j'ai pas bien compris de la partie de l'autre outlet. Quand déposer le code entre Là, tu m'as déposé le code. Tu fais le. D'abord, si vous mettez pas ça, si vous mettez pas de router outlet, شنو هو المشكل اللي غادي يوقع؟ المشكل هو انا quand je clique, ملي كنكليكي على about, donc je suis app component. D'accord? Quand je clique sur About, il va chercher un composant qui s'appelle About Component. Il veut l'afficher, c'est-à-dire le système de routage va l'afficher. Alors la question maintenant, dans cette page, où est-ce qu'il va l'afficher? Donc s'il n'y a pas de Router Outlet, vous n'allez rien voir. C'est-à-dire, vous cliquez, il va chercher About Component, mais il ne l'affiche pas. Pourquoi? Parce que le système de routage, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous faites appel à une route, il génère le rendu du composant, et puis il va chercher dans votre page où se trouve l'élément Router Outlet. Voilà. Ici, donc l'élément Router Outlet, c'est lui qui lui indique où est-ce que, à l'intérieur duquel, où est-ce que le composant va s'afficher. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Alors, si on ne met pas le router outlet, ça veut dire on n'allait rien voir. Le concept de le single page application. Non, attends, on est toujours dans single page application. D'accord? Okay. Ça, c'est single page application parce que vous avez une seule page. Tout ça, c'est une seule page. Et dans la single page application, c'est ça la question. Quand je clique sur ça, je voudrais changer ici. Eh bien, tout simplement, j'utilise le système de routage. Alors, quand ça change, vous avez l'impression qu'il y a plusieurs pages. Mais en réalité, tout ça, c'est une single page. Parce qu'on navigue dans la même page. C'est-à-dire, quand je clique ça, je vais afficher ça. Quand je clique sur ça, je vais supprimer ça et j'affiche à sa place autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Ça vous donne l'impression qu'il y a plusieurs pages. C'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Voilà.
Alors ça, c'est le système de navigation. Alors parfois, au lieu de faire ça de manière statique, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton, je fais appel à une route, eh bien, je peux le faire via TypeScript. Par exemple, ici, j'ai un bouton About, et vous avez ici clic. Quand je clique sur About, je fais appel à une fonction, plutôt quand je clique sur ce bouton, j'appelle la fonction onAbout, si c'est là, de la classe des composants. Et dans onAbout, je veux naviguer. Et pour naviguer, je vais utiliser this.router.navigate et je vais naviguer vers une route. Par exemple, ici, je peux utiliser la route about, ou bien j'appelle une fonction qui s'appelle navigate by URL. Et là, directement, vous mettez /about. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais naviguer vers cette route. Alors, sauf que router, c'est un service qu'il faut injecter. Et pour l'injecter, vous voyez ici, donc, dans le constructeur, je déclare router de type router et je peux l'utiliser. Donc, ça veut dire dans n'importe quelle classe de votre application, à chaque fois, si vous voulez besoin de naviguer vers une page, ou plutôt une route, et bien, tout simplement, on utilise ça. Voilà, il reste un dernier point, c'est comment communiquer avec le backend. Donc, comment utiliser le service HTTP. Alors, pour utiliser le service HTTP, vous aurez besoin d'utiliser un module qui s'appelle HTTP Client Module. Alors, HTTP Client Module, donc une fois qu'il est importé, eh bien, tout simplement dans le service, dans un service ou bien dans un composant, il suffit donc d'injecter un service qui s'appelle HTTP Client. Alors, ce qui fait que dans votre service, par exemple, quand j'appelle la fonction getTasks, ben, je vais faire directement this.http, c'est-à-dire je vais appeler ça, et j'envoie une requête HTTP avec get vers le backend. Et le backend, c'est quoi? Ici, donc, vous voyez une variable host dans laquelle c'est host, pour moi, c'est HTTP localhost 8080. Supposons que notre backend Spring se trouve sur ce port. Donc, ça veut dire que je vais envoyer une requête vers host/tasks. Ça veut dire, techniquement parlant, j'envoie une requête avec get vers le backend, ici. La même chose, si je veux envoyer une requête avec post, j'utilise http.post, http.delete, etc. Donc, ça, c'est maintenant, ça c'est le backend et ça, c'est le front. Notre front-end, c'est ça. Donc, pour envoyer pour communiquer avec le backend, on va utiliser HTTP avec post, get, etc. Alors maintenant, sauf que il y a une chose qui est très importante, c'est que vous savez, vous avez ici un web component, un composant. Quand je clique sur un bouton, je fais appel au service. Le service va envoyer une requête vers le backend. Le problème, c'est que quand on envoie une requête HTTP vers le backend, ça prend du temps. Pour avoir la réponse, parfois ça prend du temps. Et le problème, si j'envoie la requête vers backend et j'attends, si ici j'attends la réponse, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je vais bloquer le composant. Pourquoi je vais bloquer le composant? Parce qu'il faut savoir que JavaScript, c'est un langage qui est single thread. C'est-à-dire une application JavaScript ne peut utiliser qu'un seul thread. Je ne peux pas utiliser le multithreading dans JavaScript. Quand vous lancez une fenêtre de votre navigateur, vous avez un single thread. Donc ça veut dire que ici, si vous envoyez une requête et vous bloquez, vous attendez la réponse, ça veut dire que ici, c'est des entrées-sorties bloquantes. C'est-à-dire j'attends. Une fois que j'attends, j'envoie la requête, j'attends, et bien la partie UI, il sera bloqué. C'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas cliquer, ne peut rien faire, il doit attendre jusqu'à ce que on reçoit la réponse. Et ça pose problème. Avec ça, on ne peut pas créer des applications réactives. Alors, pour éviter ce blocage, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les méthodes get, post, put, delete, ils retournent des objets de type observable. Vous voyez, donc rappelez-vous le pattern observable. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'envoie la requête vers le backend avec get, je ne vais pas attendre la réponse. J'envoie la requête
et je vais retourner, le service va retourner immédiatement, il va retourner un objet de type observable. Il va le retourner vers le composant. Et donc, dès que le composant fait appel au service, il reçoit l'observable. Qu'est-ce qu'il va faire le composant? Il fait automatiquement, tout de suite, il fait un subscribe vers l'observable. Une fois qu'il fait un subscribe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le composant n'est plus bloqué. Ça veut dire que l'utilisateur, il peut cliquer encore, il peut faire des choses. Parce qu'il n'est plus bloqué. Et dès que la réponse arrive, ben le service va le pousser, va envoyer la réponse vers l'observable. Et l'observable, il va l'envoyer vers le composant et le composant va l'afficher. Donc c'est avec ça qu'on peut créer des applications réactives. C'est-à-dire, votre interface ne sera jamais bloquée. Je clique sur ce bouton, je lance un traitement. En attendant que ce traitement se termine, je peux cliquer sur un autre bouton, je lance un autre traitement. Et pour cela, c'est pour cela que Angular utilise la notion des observables. Donc les observables, c'est pour créer des applications réactives. Tout ça pourquoi? Parce que une application Angular, c'est une application single thread. Plutôt une application JavaScript, c'est une application single thread. Donc si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, ça marche pas. Vous aurez des interfaces qui sont rigides. C'est pour cela que ici, donc vous voyez ici donc la notion d'observables. Ça veut dire que dans notre composant, supposons que c'est ça le web component, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je clique sur, par exemple, j'ai mon composant ici, je clique sur un bouton et je voudrais chercher la liste des tâches. Et bien quand je fais ça, ben, j'appelle, vous voyez ici donc, quand j'appelle 10.authentication service, par exemple, j'appelle ce service-là et j'appelle la méthode getTasks. GetTasks. Vous voyez 10.service.getTasks. Donc j'appelle getTasks. Vous désactivez le microphone s'il vous plaît. Alors quand j'appelle 10.service.getTasks, alors getTasks, qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne un objet observable. Vous voyez donc ici. C'est pour cela que je fais directement .subscribe. Je reçois une promesse. Je reçois une promesse. Je n'ai pas encore les données. Il me donne, voilà, tiens, je te donne l'observable. Automatiquement, le composant va faire subscribe. Et après, il attend. Quand il y a une réponse, next, quand la réponse arrive, je prends cette réponse-là et je vais la stocker dans une variable ici, par exemple, tasks. Par exemple, ici. J'ai une variable task. Dès que la réponse arrive, je vais la stocker ici. S'il y a une erreur, je fais quelque chose. Donc, automatiquement, moi, dans la partie HTML, je vais faire une boucle sur ce tableau-là. Donc, dès que ce tableau arrive, ben, la boucle va afficher les données. Donc, je clique. À un moment donné, je vais voir donc ici le résultat qui s'affiche. Mais si la requête prend beaucoup de temps, quand je clique sur ce bouton, en attendant que le résultat arrive, je peux encore cliquer sur un autre bouton. Je peux cliquer sur... C'est-à-dire, je peux lancer plusieurs requêtes. Dès que le résultat arrive, donc on commence à avoir les résultats. Et c'est ça l'idée principale. C'est ça l'idée principale voilà, des observables. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est comme utiliser les await et les async. Comment? Au niveau de C#. C'est comme utiliser les await et les async au niveau de C#. Alors, c'est la même chose, c'est les promesses. Alors, dans C#, vous avez donc les async et wait. Ici, donc, vous voyez, donc Angular, c'est observables. Par exemple, les gens qui travaillent avec React, vous avez par exemple Axios, vous faites ça .den, etc. C'est le même mécanisme. C'est la notion c'est la programmation asynchrone. Exactement. Ok, d'accord. La même chose, vous allez voir dans, par exemple, Flutter. Quand vous allez travailler avec Flutter, c'est pareil. Tout ce qui est UI, User Interface, généralement, les User Interface sont des applications les single thread. Et donc, comme c'est des applications single thread, si vous n'utilisez pas ce mécanisme-là, vous allez avoir des interfaces bloquantes.
Bon, voilà. Donc, ça, c'est les concepts de base de Angular. En résumé. Donc, ça, c'est les concepts de base qu'il faut connaître au niveau de Angular avant de faire la partie pratique. Alors, maintenant, pour la partie pratique, donc, je vais juste vous brancher directement sur une démonstration complète qui vous permet vraiment de maîtriser tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vais vous la laisser Classroom. Alors, ici, donc, j'ai mon navigateur. Ici, attendez. Donc, je vais vous laisser dans Classroom. Alors, ça, c'est... OK. Alors, ça, c'est Angular. Ça doit être celle-là. Bon, la dernière version, comme ça, parce que elle est vraiment complète parce que ça vous permet les concepts de base de Angular. Alors, concept de base des développements mobiles, c'est pas ça. Elle est là, 19. Donc ça, c'est la version 19 sans module. Et donc, ça, c'est vraiment l'activité pratique. Donc, je ne vais pas refaire la même chose. Mais par contre, vous allez juste... Parce qu'en fait, là, vous avez une démo dans laquelle vous avez quasiment les concepts, c'est-à-dire les concepts que je viens de vous expliquer. Et en même temps, vous avez la démo. Ça vous montre un exemple d'application qui permet donc de gérer des produits dans laquelle vous avez à utiliser donc comment créer les web components, comment intégrer Bootstrap, comment utiliser donc les services, comment faire le système de routage, comment communiquer avec le backend. Donc vous avez tout ça ici quasiment. Bon, la partie pratique, ça ne dépasse pas 1 heure et quelques parce que ici donc il y a les explications et donc ce qui fait que parce que la prochaine fois on va commencer à travailler sur des applications dans lesquelles il y aura le backend et le front-end. Mais avant qu'on passe à ça, donc je vous demande de travailler sur cette activité pratique que je vais vous mettre sur Classroom. Bonne Voilà. soirée. Et là, bonne soirée, bon week-end, bon dimanche. Merci. Au revoir. Lion, salam alaikum.